Ils vu le jour que leur peuple, assoiffé de s'approprier de nouvelles terres, se ruait à travers les Appalaches pour ouvrir la nouvelle frontière. Imaginez comment le peuple indien a dû ressentir cette irruption. C'était leur patrie, là où leurs ancêtres étaient enterrés, où ils avaient élevé leurs enfants. Ils avaient déjà vécu les secousses provoquées par le commerce, l'alcool, les missionnaires, la maladie et la guerre. Maintenant, c'était leur terre qui était en jeu. Le peuple indien se battait pour préserver sa liberté. Et du fait de leur inévitable agressivité, on ne vit en eux que des gens hostiles et des sauvages. Nourri par cette image déformée, le même cycle qui avait dépossédé les nations indiennes de l'Est pouvait à nouveau reprendre. Ce 6e épisode nous emmène dans la vallée de l'Ohio, où dans cette atmosphère de chaos va émerger l'un des grands leaders d'Amérique du Nord avec un message d'espoir. Il s'appelait Tecumseh et allait tenter de changer le cours de l'histoire. Lorsque nous traversâmes la région séparant Pittsburgh de nos nations, qui était terrain de chasse Shawnee et Lenape, il n'y avait plus ni daims ni bisons, mais une contrée profondément désertique et des peuples en armes. Nous dûmes faire un détour de 500 kilomètres. Nous vîmes un grand nombre d'hommes blancs dans des forts et des fortifications autour de sources salées et de terres à bison. Cornstalk, Shawnee. Au lendemain de la Révolution américaine, les terres des puissantes nations iroquoises fondent, pour n'être plus que de petits îlots de réserve. Les lignes de front de l'invasion se déplacent à l'ouest, vers les nations de la vallée de l'Ohio, les Lenape, les Shawnee, les Miami et d'autres. Les colons affluent vers l'ouest. Beaucoup sont des vétérans de la guerre d'indépendance que le gouvernement, ruiné par la guerre, leur a donné en récompense. Avec l'appui du nouvel État, ils sont prêts à les conquérir, les armes à la main. Les gens de notre frontière mènent des expéditions privées contre les Indiens et les tuent chaque fois qu'ils les rencontrent. Et je ne crois pas qu'il y aurait un jury dans tout le Kentucky pour punir un homme de l'avoir fait. John Hamtramck, major, armée des États-Unis. Durant les 20 années qui suivent, moyennant une série de batailles et des traités douteux, les États-Unis revendiquent les terres indiennes de la frontière. De vastes contrées sont ouvertes à la colonisation blanche, y compris les futurs sites de Detroit, Toledo, Peoria et Chicago. Mon cœur est une pierre, lourd de tristesse pour mon peuple. Froid de savoir qu'aucun traité ne protégera nos terres contre les Blancs. Dur dans sa volonté de résister tant que je vivrai et respirerai. Blue Jacket, Shawnee. Dans cette atmosphère de désespoir et de violence, les missionnaires sapent les valeurs culturelles et religieuses des communautés indiennes. Notre vie, c'est ce que nous sommes. Notre identité, notre langue, nos cérémonies, notre manière de nous habiller et notre rapport aux autres. C'est toute la façade, l'image de notre peuple. Et donc, lorsque le christianisme est arrivé, tout a commencé à changer. Ils ont essayé de nous faire devenir ce que nous n'étions pas. Vous avez pris notre pays, mais cela ne vous suffit pas. Vous voulez nous imposer votre religion. Le Créateur nous a tous faits, mais il a fait une grande différence entre nous. Il nous a donné une autre peau et des coutumes différentes. Alors, puisqu'il n'a pas fait une grande différence entre nous sur d'autres plans, pourquoi ne pas en conclure qu'il nous a donné une autre religion plus proche de notre compréhension ? Nous ne
souhaitons pas détruire votre religion ou vous l'enlever. Nous voulons seulement jouir de la nôtre. Red Jacket, Sénéca. Mais la pression sur les Indiens est constante. On s'en prend à leurs terres, à leur culture et même à leurs croyances. Démoralisés, les guerriers échangent le peu qu'ils ont contre de l'alcool. Et là, la réalité vous saute à la figure. Et quelle est la meilleure façon d'y échapper? À l'époque, notre peuple a commencé à boire du rhum, parce que ça réconforte, parce que la douleur était trop forte. Les hommes abusent de boissons fortes et son cœur est leur. Les familles ont eu peur et s'en sont allées se mettre à l'abri. Et maintenant les hommes ivres courent en hurlant à travers tout le village. Et ils ont des armes pour blesser ceux qu'ils rencontrent. Maintenant il n'y a plus de portes aux maisons car elles ont été arrachées à coups de pied. Maintenant il n'y a plus ici que les hommes pleins d'alcool. Handsome Lake, Sénéca. Un jeune Shawnee, comme beaucoup d'autres jeunes démoralisés de sa génération, a succombé à l'alcoolisme. Il s'appelle Lalawetika et dépend complètement de son frère plus âgé, Tecumseh. Tecumseh et Lalawetika ont grandi dans ce monde de violence de la frontière. Leur père a été tué en combattant les Anglais. Leur frère aîné a été massacré par des colons du Tennessee et leur village natal a été dévasté par des Kentuckiens. Maintenant, en 1803, résolu à préserver ses traditions, Tecumseh conduit l'Alawetika et le reste de son peuple vers l'ouest, dans l'Indiana, pour mettre de la distance entre eux et les colons blancs. Mais là, l'alcoolisme de l'Alawetika s'aggrave. Il tombe dans une profonde dépression. Et pourtant, sa vie est sur le point de basculer. Un jour, alors qu'il est chez lui, l'Alawetika s'effondre sur le sol. Un instant, Tecumseh et les autres du village le croient mort. Mais il ne l'est pas. L'Alawetika a eu une révélation, un message divin venu soulager l'indicible condition qui accable son peuple. Soudain, la voie du renouveau lui apparaît en pleine lumière. Abandonner les pratiques de l'homme blanc et revenir aux anciens enseignements. Dès cet instant, l'Alawetika sera Tenskwatawa, le prophète Shawnee. Tenskwatawa ne boira plus jamais, et il appelle ses disciples à rejeter l'alcool et toutes les idées et les choses qui viennent des Blancs. N'avez-vous pas entendu certains soirs, et parfois dans la mort de la nuit, ces cris funèbres qui résonnent dans les vallées profondes et au flanc des montagnes? Ce sont les lamentations des esprits dont les ossements ont été exhumés par les charrues de l'homme blanc et laissés à la merci de la pluie et du vent. Tenskwatawa, Shawnee. Tenskwatawa promet à son peuple que s'il revient aux anciennes coutumes, les Blancs seront refoulés et la prospérité reviendra. Tecumseh adhère à la vision de son frère d'un renouveau culturel, et ensemble, ils apportent le message à chacune des nations de la vallée de l'Ohio. Ils sont des centaines à faire le voyage en Indiana pour les entendre en personne. Shawnee, Odawa, Wyandot, Kickapoo et d'autres tribus encore convergent vers une nouvelle ville créée par le prophète et Tecumseh près du confluent de Wabash et Tippecanoe River, Prophetstown. Tenskwatawa prêche tous les soirs aux visiteurs dans la maison du conseil, avec ensuite des chants et des danses. Les Blancs de la frontière se plaignent d'entendre les tambours toute la nuit. Mais c'est Tecumseh qui va défier le cours de l'histoire, en transformant le message de son frère en mouvement politique et militaire.
partir de sa base de Prophetstown, il va émerger comme le leader indien le plus puissant de son temps.